pour qu'on puisse avoir le temps de terminer. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on a travaillé sur les banques de données et plus particulièrement sur la banque du NCBI. On ne peut pas passer en vue toutes les banques qui peuvent exister. Si vous travaillez sur les protéines, vous allez surtout travailler sur une banque qui s'appelle Uniprot, qui réunit toutes les données sur les protéines. Là, bon, on a décidé de vous faire travailler sur quelque chose qui est plus généraliste, et puis après, ça dépendra où vous allez travailler par la suite, où vous allez faire vos stages. On vous dira d'aller analyser, par exemple, la banque Keig, parce que c'est celle qui intéresse le laboratoire. Donc là, on a regardé une fiche nucléotide. C'est vrai que j'aurais pu vous donner une fiche aussi protéines, mais vous en aurez dans les petits exos que vous allez traiter sur le TD en asynchrone. Je vous donnerai bien sûr une correction pour le TD. J'ai pas encore du coup fixé les dates. Je vous redirai ça. Il faudra que vous l'ayez fait avant, pas le 22 mars, mais puisque là on finit seulement le cours, mais pour le CC de la fois suivante, le deuxième. Et je vous donnerai une correction, sauf que je vais remettre à jour ma correction le plus tard possible pour que vous ayez des chiffres qui correspondent à peu près à ceux que vous avez trouvés, parce qu'effectivement, vous savez que c'est variable, le nombre de séquences, donc soyez pas étonnés si jamais je vous le donne, par exemple jeudi, le TD, vous le faites tout de suite, et si je vous donne une correction, par exemple, je sais pas moi, le 30 mars, vos chiffres risquent d'être légèrement différents par rapport aux miens, parce que effectivement, moi, je l'aurais fait le 30 mars. Donc, si vous regardez combien il y a de fiches qui correspondent à telle requête, effectivement, on risque d'avoir des chiffres un petit peu différents. Alors, on avait pris l'exemple d'une fiche qu'on appelle GenBank, donc pour la banque de nucléotides. Donc, ce format-là, c'est le format qu'on appelle GenBank. On l'avait détaillé, je ne reviens pas là-dessus, et je reviens sur cette histoire de début-fin, dont on avait parlé. Donc, ça c'est le petit tableau à droite, c'est la partie explicative. Donc, lorsque vous avez des valeurs, une valeur numérique comme ici, là, 687.3158, c'est-à-dire que effectivement, la donnée est complète. Donc, la donnée, je vous rappelle, ça peut être une donnée sur un gène, sur un ARN messager, sur les bornes de la région codante, mais sur d'autres fiches, il y a aussi les bornes si bien sûr le chercheur qui a mis la séquence sur le NCBI, bien sûr, connaissait les données, bien sûr. Il peut y avoir aussi les positions des introns, des exons, toutes les caractéristiques qui concernent votre séquence. Donc, lorsqu'il y a juste 2 points, ça veut dire que c'est complet. Quand il y a inférieur avec une valeur, ça veut dire qu'il manque c'est partiel et il manque le côté 5'. Dans le supérieur, c'est l'autre côté. Et puis, on s'était intéressé au complément et on s'était arrêté là, puisque j'avais essayé de vous écrire quelque chose, mais ce n'était pas très facile. Donc, je l'ai repris pour essayer de vous faire comprendre cette histoire de complément. Donc, je pense que j'ai pris, oui, le même exemple, ce que vous avez sur la diapo. Donc, voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est lorsqu'il y a cette écriture, par exemple, on va prendre pour que ça soit le CDS, une région codante, par exemple, et que vous trouvez sur votre fiche GenBank marqué CDS complément 3300 4037. Alors, la séquence que vous avez, en fait, que vous êtes en train de regarder sur la banque du NCBI, c'est la séquence qui est en bleu. D'accord? Donc moi, là, je l'ai mis exprès dans le sens contraire, mais bien sûr que vous avez les bornes. Quand vous regardez votre séquence, vous avez les bornes de 1 à 6000, par exemple. D'accord? Ça, c'est la taille de votre séquence que vous êtes en train de regarder. Quand il vous dit que vous avez une région codante qui est sur le brin complémentaire, c'est qu'en fait, vous avez une séquence sur ce brin bleu. Vous avez, là, j'ai mis en bleu ici, en dessous, une séquence qui correspond à une région codante, sauf que c'est le brin inverse complémentaire de celle qui est réelle. Donc, le CDS, il est sur le brin rouge, pas celui que vous regardez, mais en ce moment, vous êtes en train de regarder celui que j'ai mis en trait plus important, c'est-à-dire le bleu.
Donc, votre CDS, il est sur le brin inverse complémentaire que j'ai noté au-dessus, qui est en rouge, qui va bien sûr, je ne l'ai pas noté, mais qui va de 5' pardon, vers 3'. Hein, je ne l'ai pas noté là, mais bon, on pourrait le renoter. Donc, de 5' vers 3'. Et votre CDS, c'est celui qui est en vert. Donc là, comme vous êtes en train de regarder la séquence bleue sur la fiche GenBank, il vous dit, bah, j'ai un CDS, mais il est sur le brin inverse complémentaire, il est là-haut. D'accord? Donc, ce que vous avez, donc là, je vous ai remis les bornes de votre séquence, puisqu'on lit toujours une séquence de 5' vers 3'. Donc, le 1, le nucléotide 1, il est de ce côté-là. Donc là, on arrive au 3300, il est là. Il correspond à quoi, le 3300? Eh bien, à la séquence inverse complémentaire de votre codon stop. D'accord? Et en 4037, ici, à cette extrémité-là, eh ben, vous avez une séquence inverse complémentaire qui correspond à l'inverse complémentaire de l'ATG de votre codon d'initiation. Donc, si vous voulez, je vous le remettrai, cette petite diapo. Hein, en plus, je peux essayer de vous la copier-coller. Bon, je vous la mettrai. Oui, je vais essayer de remettre une autre version de mon cours où j'inclurai, je n'ai pas pensé, j'aurais pu inclure, mais je voulais vous le présenter avant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette histoire de complément. Hein, en général, hein, on ne vous en donne pas toujours, mais vous verrez, il y a des petits exercices dans le TD hein, qui traitent de ça. Donc, je vous remettrai la diapo, je vous mettrai une diapo supplémentaire dans le cours. D'accord? Alors, on va continuer sur ma fiche GenBank. Hélène Desbas va vous faire les structures des gènes, prokaryotes, bactéries, bactériens et des gènes eucaryotes. Je vous rappelle que chez les eucaryotes, on a souvent ce qu'on appelle des gènes morcelés, hein, donc avec des exons et des introns. Et donc, effectivement, votre ARN messager, lorsqu'il est, et votre CDS, lorsqu'il correspond à la somme de vos exons, hein, dans ces cas-là, il y a le mot join devant, hein, qui est noté ici. Hein, ici, join. Et pour les ARN messagers, il vous dit que ça va de 288 à 447, puis après, ça va de 500, du nucléotide 542 à 679, etc. Puis là, vous voyez que le petit dernier, il n'est pas complet. Et puis le CDS, c'est pareil. Hein, donc, c'est la somme des exons. Et si vous regardez bien, vous voyez que le début ici ne correspond pas au début de l'ARN messager. Pourquoi? Vous vous souvenez, on en avait parlé la dernière fois. Hein, votre CDS, hein, qui va d'un ATG à un stop, eh ben, l'ARN messager est plus grand. En amont, vous avez une région qu'on appelle 5' UTR hein, pour untranslated region, une région non traduite. Et puis pareil, du côté 3', au-delà du codon stop, eh ben, vous avez une région qu'on appelle la 3' UTR. Hein. Donc là, vous voyez bien qu'effectivement, votre premier exon sur votre ARN messager commence à la position 288, mais sur votre exon, eh ben, vous avez un ATG qui est plus loin, hein, en 414, et puis la même chose pour le codon stop. Hein, vous avez un codon stop à 3263, alors que le dernier exon va au-delà de la valeur 3535. Et vous pouvez compter le nombre d'exons. Donc là, ici, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exons. Hein. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On peut faire de la recherche avancée. Donc, les opérateurs booléens classiques, hein, le AND, qu'on peut aussi écrire avec le et, le symbole et, le OR et le NOT, et il faut les noter en majuscule hein, pour qu'ils fassent la différence entre les mots de votre requête et l'opérateur booléen, il faut les mettre en majuscule. Alors, pour accéder à la recherche avancée, lorsque, par exemple, on avait tapé la dernière fois Homo sapiens et puis le gène de l'hémoglobine, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cherché un petit peu ce qui avait trait à des maladies qu'on appelle les thalassémies, et donc on avait regardé un petit peu, ça renvoyait à des fiches qui concernaient l'hémoglobine. Donc, il y a une des sous-unités pour l'hémoglobine, hein, la globine alpha, donc le nom du gène, c'est HbA1. Hein. Donc là, j'ai fait cette requête, Homo sapiens and HbA1, et donc il vous a trouvé 45 séquences. Hein. Bon, ça, c'était
avant le cours de la dernière fois. Je n'ai pas été vérifié aujourd'hui pour voir s'il y en avait 45, il y en a peut-être 46 aujourd'hui. Par contre, si vous regardez bien, vous vous souvenez sur le côté, on a le top organisme, les organismes les plus représentés. Vous voyez que finalement, il n'y a pas que de l'Homo sapiens. Hein. Donc effectivement, elles ne proviennent pas tous de Homo sapiens, hein. Il y en a qui viennent d'autres organismes. Donc du coup, pour qu'on puisse être plus pertinent dans notre recherche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rechercher sur les en-têtes de la fiche. Hein, sur le côté ici, vous voyez, vous avez des en-têtes hein, pour chaque ligne. On peut lui demander d'aller spécifiquement chercher un terme dans un de ces champs. Là. Donc là, par exemple, ici, vous avez un champ qui s'appelle organisme, hein, où là, sur la fiche GenBank qu'on avait analysée spécifiquement, eh ben, on vous disait que c'était le maïs qui était l'organisme ici. D'accord? Donc, ça veut dire que la recherche avancée va tenir compte des champs qui sont notés en début de ligne. Donc, bien sûr que là, ce sont les champs qui concernent la fiche GenBank, c'est-à-dire une fiche nucléotide. Si jamais vous regardez une fiche qui correspond à une protéine, par exemple, eh ben, la liste des champs va être différente hein, du type de banque que vous êtes en train de regarder. Donc, on va revenir à ma petite diapo. Donc là, du coup, ici, vous pouvez accéder en dessous à Advance. D'accord? Donc, je vous ai mis en plus gros ce que ça donne quand vous cliquez sur Advance. Ça ouvre une fenêtre sur laquelle vous voyez que vous avez la possibilité de choisir le champ. Vous avez la petite flèche vers le bas, c'est un menu déroulant hein, qui va vous permettre de choisir le champ, c'est-à-dire dans quelle rubrique, dans quel champ je veux chercher spécifiquement le terme de ma requête, et puis dans le rectangle à côté, vous mettez le terme qui vous intéresse. Donc là, je vous ai juste cliqué sur le petit menu déroulant, et puis je vous ai refait une autre petite photo pour savoir les termes qui sont notés. Je pense que je n'ai pas refait cette diapo, celle-là, par rapport à l'année dernière. Donc peut-être que non, bah non, les champs vont pas changer. Je vous dis des bêtises, non, les champs vont, à mon avis, pas avoir changé, puisque c'est en général les classiques sur les fiches GenBank, je ne pense pas que ça ait changé. Donc on choisit, bah, par exemple ici le champ organisme, puis après vous tapez dans la requête à côté Homo sapiens, puis bah, là vous avez le choix aussi en deux de choisir l'opérateur booléen, par défaut c'est AND, mais vous pouvez choisir le OR ou le NOT, et puis il y a parmi les champs disponibles, eh ben, il y a un champ qui s'appelle GenName, donc on lui note, on le choisit et on met HBA. Une fois que vous avez cliqué sur Search, eh ben, vous avez ici la requête qui est composée et c'est sur celle-là que va se faire la recherche. Donc si vous regardez un petit peu, vous voyez que du coup, il met le champ entre crochets. Hein, derrière votre requête, Homo sapiens entre crochets organisme, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller chercher Homo sapiens dans n'importe où dans la fiche, mais il va le chercher spécifiquement sur la ligne où il y a marqué devant, au début de la ligne, organisme. Et la même chose pour GenName, hein, il va aller chercher uniquement les fiches où pour GenName, eh ben, on a le terme HBA. D'accord? Et le AND, hein, notre opérateur booléen en majuscule. Donc là, la requête se fait de manière automatique. Alors, il y a bon, j'ai pas fait de diapo là-dessus, mais il y a un historique. C'est-à-dire que si jamais vous faites plusieurs rubriques et puis après vous voulez associer plusieurs requêtes, hein, si vous tapez sur historique, et ben, vous avez l'historique de toutes vos requêtes que vous avez fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Oui, simplement là, du coup, on n'a plus que 36 séquences. Alors, on a quand même une construction synthétique. Hein. Ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un article scientifique qui est, on a voulu travailler sur la régulation, par exemple, du gène. Donc, on a construit une structure synthétique. Hein, on a fait un et puis on a changé le promoteur devant. Hein, et puis on a regardé l'expression pour voir si ça changeait quelque chose, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle des constructions. Par contre, ne cliquez pas sur n'importe quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, vous voyez que sur cette séquence-là, la première, elle fait 577 paires de bases, la deuxième, 7800, celle d'après fait 90 millions de paires de bases. Hein. Donc évitez effectivement de temps en temps de cliquer comme ça sans vous rendre compte sur une séquence, parce qu'effectivement, bah, ça va mettre un certain temps avant de vous donner la main, le temps qu'il charge les 90 millions de paires de bases. Hein.
Quelques particularités, on va s'intéresser à 3 choses, ce que j'ai entouré ici, hein, en bleu, en violet et en vert. On commence par le bleu, donc sur le côté droit de votre fiche, vous avez la possibilité soit déjà de changer la région que vous voulez visualiser. Imaginons que par exemple vous aviez une information et que vous aviez un exon, je crois que je l'ai pris exprès sur une des séquences que j'avais auparavant. L'exon 1, par exemple, va de 180 à 271. Et ben, je peux avoir envie de travailler que sur cette séquence-là, par exemple, ou récupérer le format FASTA de cette séquence. Et ben, vous mettez les bornes, vous faites Update View, et du coup, il met à jour votre fiche GenBank et vous pourrez récupérer le format FASTA de cette partie-là. Sur Customize View, ben, vous pouvez par exemple ne récupérer que les caractéristiques sur le gène, l'ARN messager et la région codante, hein, parce que vous avez plein d'infos, vous voulez récupérer que cette partie-là. Vous pouvez aussi cliquer sur la séquence inverse complémentaire, c'est-à-dire que dans le cas de ce qu'on vient de voir tout à l'heure, là sur le CDS qui était sur le brin inverse complémentaire, bah, on pourra avoir envie de repérer plus facilement mon CDS sur mon fameux brin rouge, hein, celui qui m'intéresse. Bah, dans ces cas-là, vous êtes en train d'observer le bleu, vous cochez sur la case brin inverse complémentaire et du coup la séquence que vous allez maintenant obtenir, c'est la séquence qui est en rouge et du coup plus facilement repérer votre ATG. D'accord. Ça c'est pour ce qui est de droite. Oui, je vous avais pris justement cette séquence, hein, l'exon, je me souvenais plus que j'avais mis la diapo qui allait avec. Donc effectivement, c'est une des informations sur une de ces séquences-là, effectivement, qui concerne toujours la bêta. Là, c'est une séquence de bêta-globine chez l'homme. Effectivement, vous avez effectivement de temps en temps plus d'informations que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein, on peut très bien avoir les positions des exons, des introns, et là, il vous numérote les exons, premier exon, deuxième exon, etc. Le changement d'affichage, donc ça c'est ce qui est sur la partie droite, gauche de l'écran, hein, donc ça c'est votre fiche GenBank. Nous on vient de regarder ce qu'on peut changer ici dans le petit encadré bleu, et là qu'est-ce qu'on a? Par défaut vous avez la fiche GenBank, hein, c'est celle qu'on vient d'analyser, mais vous pouvez revoir cette accession là, donc HSU 20223, et on a deux possibilités, soit le FASTA, soit le graphique. Le FASTA, vous connaissez déjà, hein, c'est la séquence brute avec simplement une première phrase, une première ligne qui commence par supérieur et le titre de votre, séquence, d'accord? Donc là, effectivement, je choisis le format FASTA. Voici ma séquence au format FASTA, donc mon complète CDS, avec effectivement le format FASTA supérieur, le nom de ma séquence, et puis après, uniquement ma séquence du début jusqu'à la fin. Le format graphique, c'est une représentation visuelle des informations. Donc là, je vous ai repris toujours la même séquence avec le CDS et les exons. Donc en fait, là, c'est une représentation graphique de votre séquence. Donc vous avez la totalité de votre séquence qui est là-haut, hein, de 1 à je ne sais plus combien, 600, je ne sais plus combien, 90 ou quelque chose comme ça. Et puis là, sont localisées votre séquence codante en rouge. Hein, donc ça sera la somme de ces deux exons-là. Et puis, effectivement, des informations sur vos exons. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est visuel. Hein. Ça peut être bien lorsque vous avez, par exemple, un gène morcelé avec, comme on a vu tout à l'heure, 10 exons. Hein. Donc, hop, comme ça permet tout de suite de repérer un petit peu les choses. Hein, et c'est bon, voilà, c'est juste un côté plus visuel des choses. Donc 3 graphiques, 3 affichages possibles, hein, le format pour la fiche de nucléotide, hein, le format GenBank, le format FASTA ou le graphique pour effectivement récupérer des informations plutôt visuelles. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté droit de la fiche également? C'est quelque chose qui est marqué juste Send to, avec un petit menu déroulant. Donc lorsque vous cliquez sur le menu déroulant, voilà ce qui s'affiche. Donc vous pouvez sauvegarder les accessions, enfin les fiches que vous avez. Donc là, on est sur le format GenBank, hein, donc ça serait GenPep si on avait une séquence protéique.
Vous pouvez lui choisir le fichier. Et puis, vous avez la possibilité de choisir le format. Donc, par défaut, il vous propose le format GenBank, mais vous pouvez choisir le format FASTA. Et après, il n'y a plus qu'à noter Create File. Et puis, du coup, il vous crée le fichier. Il l'appelle séquence.gb. GB pour GenBank. Donc, si vous en faites plusieurs les uns à la suite des autres, eh ben, il vous mettra séquence entre parenthèses 1, entre parenthèses 2, etc. Et pour les ouvrir, il faut forcer l'ouverture en faisant ouvrir avec. Et par exemple, je sais pas, un éditeur de texte, bloc-notes ou ce genre de choses, hein, parce que ça va pas être par défaut tout de suite que il va comprendre que c'est du texte, mais c'est vraiment un format lisible par sous un éditeur de texte quelconque, d'accord. Si c'est pour le format FASTA, eh ben, il vous les appelle toujours pareil, hein, séquence. Il ne reprend pas le nom ou le numéro de la section, hein. Par défaut, il appelle toujours sa séquence. Point FASTA. Hein. Et puis là, c'est pareil, vous pouvez l'ouvrir avec un éditeur de texte en faisant ouvrir avec. Et puis après, il vous l'ouvrira sous cette forme-là, hein, au format. Ah oui, j'ai pas changé, je suis désolée, j'ai pas changé. Faut pas tenir compte de la dernière diapo. J'ai oublié hier soir j'ai remis à jour ce que je voulais vous faire. J'ai oublié de changer la dernière diapo. Non, ça sera pas à faire avant le 14 mars, hein, puisque je vous ai pas encore, on n'avait pas fini le TP. Je vous enlèverai cette page et je vous rajouterai le petit schéma qu'on a fait sur le CDS, sur le brin inverse complémentaire. Donc je vous changerai la dernière diapo, hein, puisqu'on n'a pas encore fait les choses. Donc voilà, c'est OK pour la banque nucléotide. Je vous mettrai le TD. Vous pourrez le faire en distanciel, en asynchrone quand vous voulez. Hein. On a encore du temps pour le faire. Enfin, que vous le fassiez, et moi aussi, puisque je vais vous redonner une correction de toute façon avec les vraies valeurs. Donc moi aussi, je le ferai de mon côté. Donc voilà ce qu'il en est pour la fin du cours que j'avais pas fini. On va s'intéresser au cours d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je dois vous parler de la structure des génomes qu'on n'avait pas abordé lors du premier cours, puisqu'on avait fait vraiment que des révisions sur un peu les cellules où on trouvait de l'ADN, quel était le contenu d'une double, enfin comment se constituait une double hélice d'ADN. Donc, on va parler un petit peu plus de la structure des génomes. Je vous ai pris un modèle chez l'homme, hein, et puis on verra que bien sûr, ça dépend après des espèces. Et normalement, mon cours traitait aussi de l'assemblage des génomes. Je vais vous en parler, mais j'ai réduit une petite partie pour que ça ait le temps de tenir. On va essayer dans ce qui nous reste comme temps. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, lorsqu'on a fait la structure de l'ADN, on avait dit que on avait parlé du dogme central de la biologie moléculaire, qui était que certaines séquences d'ADN sont transcrites en ARN, et ces ARN sont traduits après en protéines. On avait parlé vite fait du code génétique, hein, des 64 codons avec un codon d'initiation, les 3 codons stop que vous devez connaître. Parmi ces séquences qui subissent la transcription, il y a une partie qui reste sous la forme d'ARN. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est une autre représentation. Donc votre séquence d'ADN double brin, la transcription en ARN messager, vous vous souvenez, simple brin, et puis la traduction qui vous permet de récupérer une protéine. Il y en a qui sont transcrits, des gènes, mais on s'arrête à l'étape ARN. Il y en a les plus connus, ce sont les ARN ribosomaux. Alors les ARN ribosomaux, c'est en fait les ribosomes, c'est la structure protéine et ARN qui vous permet de faire la traduction de votre ARN messager. Donc les ribosomes sont constitués de, on dit, 2 sous-unités, hein, une grande sous-unité, une petite sous-unité, et ils sont composés de protéines, mais aussi d'ARN ribosomaux. D'accord. Donc effectivement, ils ne sont pas après, eux, traduits en protéines, mais ils restent sous la forme d'ARN ribosomaux, hein, d'ARN. Et puis, on a également les ARN de transfert, ceux qui vont apporter les acides aminés. Ce sont une structure tridimensionnelle, hein, dans l'espace, qui a à peu près cette forme-là. Hein. À une extrémité, il porte l'acide aminé.
Et puis, à l'autre extrémité, il porte ce qu'on appelle l'anticodon. C'est-à-dire que lorsque les ribosomes sont en train de lire votre ARN messager, et ben effectivement, lorsqu'il va tomber sur le codon GAG, et ben ce qui va être amené comme acide aminé, et ben c'est celui hein, qui est transporté par un ARN de transfert qui porte l'anticodon. Hein, donc si vous lisez ici GAG, et ben cet ARN de transfert qui porte le bon acide aminé, et ben lui il porte un anticodon qui est CUC. Il vient se placer là. Et puis après, votre acide aminé est lié par une liaison peptidique avec les acides aminés qui étaient déjà précédemment lus auparavant. D'accord? Donc, deux types d'ARN messager, d'ARN qui restent sous la structure d'ARN, hein, donc les ARN ribosomaux et les ARN de transfert. Donc, vous avez autant d'ARN de transfert que vous avez de codons, hein, sauf bien sûr les 3 codons stop. Donc, bien sûr, qui ne code pas pour un acide aminé. Et puis, il y a toute une liste de plein d'autres petits ARN, autres que, donc on a vu les ARN messagers, ceux qui sont après traduits en protéines, on vient de voir les ARN de transfert, les ARN ribosomaux, et puis il y a tout un ensemble de petits ARN de taille variable, hein, qui sont en général petits. Alors, je vous les ai listés. Hein, c'est pas pour que vous les appreniez par cœur. Hein, sachez qu'il y a plein de petits ARN de petite taille, hein, de small RNA. Hein, donc, il y a les SN. Je vous ai mis un petit peu. Bon, alors le terme hein, SN, c'est pour small nuclear RNA. Les SNO, c'est pour small nucléolar, donc ce qui est dans les nucléones à l'intérieur du noyau. Et puis, je vous ai mis en général une petite phrase, mais très rapide. Hein, que les SN, eux, ils sont impliqués dans le transfert des ARN prémessagers et ils ont un rôle dans l'épissage, hein, la perte, l'évolution entre le prémessager et l'ARN messager, hein, donc l'épissage au niveau exon-intron. Et puis, bon, voilà, je vous ai mis un petit peu des petits détails. Donc, tous ces petits ARN sont découverts depuis pas si longtemps que ça. Hein, c'est quand même assez récent qu'on a découvert ces petits ARN. Il y en a qui sont très utiles hein, pour l'ARN interférent. Et ça, je pense, pour ceux qui font 440, je pense que Anne-Marie Prey doit un peu vous en parler, mais normalement, ce genre de choses, on vous en parle un peu plus tard, d'accord? Mais bon, voilà, je vous ai mis, vous voyez, même dans mon graphique, j'ai rajouté, ça c'est un graphique que j'avais pris sur Internet, j'ai même rajouté les piouis, puisqu'ils n'étaient pas dans le graphique que j'avais trouvé sur Internet, parce que bon, on en découvre un petit peu au fur et à mesure. Donc là, c'était juste une petite parenthèse hein, sur ces différents types d'ARN messagers. D'ARN. Oh, bon, j'en veux avec messager aujourd'hui. Hein. Donc, de ces différents types d'ARN, tout court. Alors, cette partie-là, cela, hein, en fait, vous avez, chez l'homme, ça ne représente que 1,5% du génome. Donc, c'est une proportion très, très faible du génome humain. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris ce graphique-là, hein, pareil, que j'ai trouvé sur Internet, et on va détailler un petit peu rapidement tout ce que comprend les 100% du génome de l'homme. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent avec un gène qui est transcrit, puis après traduit, ou éventuellement une partie qui reste sous la forme d'ARN, eh ben, c'est une proportion chez l'homme. Hein, chez l'homme, attention, hein, pas chez toutes les espèces, qui est très très faible par rapport à tout le reste de la taille du génome. D'accord? Alors, je vous ai mis une petite diapo avec plusieurs illustrations. Il n'y a pas de chiffres parfaits. Hein. Malheureusement, ça évolue toujours un petit peu au fur et à mesure qu'on découvre des choses, qu'on simplifie, qu'on change un petit peu la nomenclature ou ce genre de choses. Hein. Donc, je vous ai mis 3 versions différentes. Hein. Un petit graphique hein, pour illustrer et puis 2 tableaux. Hein, avec des choses un petit peu différentes. Ici, il y avait des algues, des mousses. Là, il y a les bactéries, il y a les archées. Hein, donc, c'était juste pour que vous ayez un petit peu des choses différentes. Et donc, si on regarde le nombre de gènes,
et ben effectivement, les régions qui codent, si on regarde le petit graphique, hein, les régions qui codent pour des protéines, et ben vous voyez que finalement la proportion chez l'humain, c'est en vert, hein, elle est toute petite. Et puis bah, chez les bactéries, ça occupe ben, presque, je sais pas combien, 80% du génome. Hein. Donc selon les organismes, ben, effectivement, ça n'occupe pas la même proportion que chez l'humain. D'accord? Donc là, vous avez effectivement le nombre de gènes. Alors ça va être un tout petit peu variable hein, entre les deux graphiques, je vous ai dit, enfin les deux tableaux, puisque je vous ai dit, hein, les chiffres ne sont pas toujours parfaitement identiques. Donc, si vous regardez un tout petit peu, j'aime. Celui-là est pas mal aussi, c'est pour ça que j'ai choisi, j'hésitais entre les deux, mais là c'est parce qu'il y avait aussi des archées qu'il n'y avait pas sur le tableau de droite. Et ce qui est pas mal, c'est la dernière colonne. C'est le nombre de gènes par mégabase, hein, par million de paires de bases. Effectivement, bah, si vous regardez l'homme, son génome c'est 3,2 mégabases, 3200 mégabases, pardon. Et puis vous regardez une bactérie du type Escherichia coli, c'est 4,6. Hein, attention, on ne voit pas très bien, là c'est un point, hein, donc c'est 4,6 mégabases. Et là c'est la virgule, hein, c'est pour 3200 mégabases. Hein. Faites attention. Là, c'est une virgule hein, pour 3200 et là, c'est un point hein, quand c'est une valeur décimale. Donc là, chez Escherichia coli, vous voyez que vous avez 950 gènes par mégabase. Et puis, si vous prenez chez l'homme, eh ben, vu la taille du génome, eh ben, vous avez l'équivalent de 7 gènes par mégabase. Hein. Donc, c'est une autre illustration hein, d'une représentation graphique. Hein. Ça change un petit peu la représentation. Alors, ce que vous voyez également, c'est cette colonne-là. La taille du génome, hein, ici, c'est hyper important. On en reparlera un petit peu au niveau de l'assemblage, parce que vous imaginez bien que lorsqu'on fait du séquençage et qu'on va essayer d'assembler un génome, c'est-à-dire reconstituer le génome entier, ben effectivement, ça va être considérablement différent selon la taille de votre génome. Donc vous voyez que le génome des bactéries et des archées est très faible. Hein, par rapport à celui des eucaryotes, et vous avez des eucaryotes pour lesquels il y a des tailles de génome qui sont considérables. Hein. Effectivement, là, vous voyez que l'homme, c'est 3200, et vous avez un génome hein, de Fritillaria syriaca, et je crois qu'il y en a un petit récent, je ne l'ai pas recherché, mais je crois que j'ai lu ça l'autre jour. Hein. Il y a encore un génome encore plus important, hein, donc 120 000 mégabases hein, au niveau de taille du génome. On parlera un tout petit peu de la taille de génome quand je vais vous parler un petit peu des points importants qu'il faut retenir avant de commencer à faire de l'assemblage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le génome? On a toute une partie ici dans cette partie-là qui est écrit non codant. En fait, ça peut être des pseudogènes, c'est-à-dire que c'est des copies non fonctionnelles d'un gène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein d'endroits du génome où effectivement il y a des choses qui ont été dupliquées. Et donc, effectivement, il reste des traces de gènes, mais qui sont plus fonctionnels. Donc, on appelle ça des pseudogènes. Hein. Donc, effectivement, vous avez toute une série d'anciens gènes qui ont été dupliqués, mais qui sont plus fonctionnels. Vous avez carrément des fragments gènes, hein, donc vraiment que des petites portions. Et puis, sont considérés là-dedans aussi ce qui est exon. Attendez, on m'a laissé la porte ouverte, je vais fermer. Donc tout ça, la somme de notre région, nos régions codantes, et puis ce qui effectivement correspond à soit des anciens gènes, ou des portions de gènes. Il y a plein de duplications hein, au niveau des génomes, hein, surtout pour les gros génomes eucaryotes. Et effectivement, il y a plein de traces de duplication, mais qui font que ces régions ne sont plus fonctionnelles. Donc tout ça, ça fait les deux, ça fait 25%. Hein, de la taille du génome. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux 75% qui restent. Ces 75% qui restent, eh ben, vous avez deux choses.
vous avez des régions qui sont entre les gènes, qui ne sont pas dans les gènes. Et puis, il y a aussi une partie qui sont en copie unique ou en faible copie, puisque dans cette partie-là, vous avez deux choses. Dans ces 75%, donc qui ne font pas partie des gènes, vous avez 54% qui correspondent à des séquences répétées, et vous avez 21% de séquences qui sont soit uniques, soit en nombre copies, en un faible nombre de copies. D'accord? Donc, on va s'intéresser dans un premier temps à ces séquences répétées. Dans ces séquences répétées, donc 54% du génome, environ, bien sûr, je prends par rapport aux chiffres du graphique, il y en a 9% qui sont répétés en tandem, et puis il y en a 45% qui sont dispersés dans le génome. Donc c'est des séquences répétées, donc soit elles sont en tandem, les unes derrière les autres, donc c'est ce qu'on appelle en tandem, soit elles sont dispersées, c'est-à-dire que c'est la même séquence, mais dispersée à plein d'endroits du génome. OK ? Alors, parmi les régions qui sont regroupées en tandem, donc ça veut dire vous avez un motif, le motif il peut être de taille variable, donc ça peut être des microsatellites, ce qui est utilisé comme marqueur moléculaire, donc ça peut être des motifs du type 1 à 6 nucléotides, donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, le motif ACG qui est répété un certain nombre de fois. Donc dans une séquence, vous avez un ACG, l'ACG est répété par exemple 10 fois chez un organisme, chez un autre individu, il est répété 11 fois, chez un autre il est répété 20 fois, etc., etc. Donc c'est ce qui permet d'être utilisé comme marqueur moléculaire. Donc ce sont des endroits répétés en tandem, les uns derrière les autres. Vous avez ce qu'on appelle des mini-satellites, où là, dans ces cas-là, le motif qui se répète les uns derrière les autres est de taille plus grande. Et puis vous avez aussi les satellites, où dans ces cas-là, ce sont des motifs beaucoup plus grands qui sont répétés en tandem, donc les uns derrière les autres. D'accord ? Donc, trois types de motifs répétés en tandem. Alors, en ce qui concerne les 45% qui restent, donc ce sont des séquences qui sont répétées mais dispersées dans le génome, c'est-à-dire c'est le même motif, mais au lieu qu'ils soient répétés les uns derrière les autres, ils sont répétés à différents endroits du génome. Ces motifs répétés, je vous les ai notés un petit peu. Donc, il y a les signes, les lines, les LTR, tous ces trois-là, ces trois catégories, on les appelle des rétrotransposons. Donc, qui dérivent d'anciens éléments mobiles dans le génome, c'est-à-dire des éléments qui ont pu se déplacer à différents endroits, mais tous n'ont pas conservé la possibilité de se déplacer, d'être encore mobiles, c'est-à-dire de pouvoir tout d'un coup, hop, sortir, enfin, aller se dupliquer ou se transférer vers une autre partie du génome. Donc, ils dérivent d'éléments mobiles, mais ils ne sont pas tous gardés la capacité de mobilité. D'accord? Donc, les premiers, là, sign, line et LTR, ce sont ce qu'on appelle des rétrotransposons. Et puis, il y en a une petite quantité aussi qu'on appelle des transposons. Qui sont issus de la transposition de certains gènes d'une partie d'un chromosome, voire d'un chromosome complètement différent vers une autre partie du génome. Donc là, effectivement, ce sont des séquences qui sont répétées, mais cette fois-ci dispersées. C'est pas à prendre par cœur non plus, mais bon, retenez qu'il y a des rétrotransposons et puis il y a également des transposons. Faites la différence entre ceux qui sont répétés en tandem et ceux qui sont répétés dispersés. Et puis il y a donc 21% qui sont des régions uniques, non codantes, qui sont réparties un peu partout dans tout le génome et qui ont des rôles en général dans la régulation de l'expression des gènes, qui ont des rôles aussi dans l'appariement des chromatides lors des divisions cellulaires. D'accord ? Voilà. Donc ça, vous avez globalement chez l'homme, alors j'ai pas remis partout sur toutes les diapos chez l'homme, bien sûr, c'est ce qui correspond chez l'homme. Alors, j'ai laissé quand même cette diapo. Ça reprend certains points. Donc, vous avez la taille du génome. Vous avez donc ce qu'on vient de voir, les 1,5% de régions codantes qui codent pour des protéines. Un petit truc qui n'a pas été noté jusqu'à présent, les régions qui sont riches en gènes, en général, sont riches en GC.
Donc j'ai bien mis G/C, hein, c'est pas des régions où il y a le motif GC, hein, c'est des régions où la proportion, le pourcentage de G plus de C est supérieur à d'autres régions. Donc en général, ce sont des régions qui on dit riches en gènes, hein, lorsqu'il y a plus de GC que de AT. Le nombre total de gènes entre 25 000 et 30 000, hein, c'est selon un petit peu les chiffres. La taille moyenne des gènes est de 3 000 bases, 9 exons, mais ça c'est des tailles tout à fait moyennes, hein. Je vous ai mis qu'il y a des gènes qui sont bien sûr de taille beaucoup plus considérable. Ce qu'il faut que vous reteniez également, c'est que le long d'un chromosome, hein, la distribution des gènes est déjà variable, hein, et elle n'est pas proportionnelle à la taille des chromosomes. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, c'est pas parce que votre chromosome il va être de taille supérieure à un autre qu'il aura plus de gènes, hein. Enfin, je vous ai mis un petit exemple. Et aussi le nombre de nucléotides, hein, qui varie entre des personnes, hein, deux personnes, est relativement faible, hein. Il y a quand même toute une partie du génome qui est relativement conservée au niveau des gènes, hein. Alors, je vous ai mis quand même le petit ADN mitochondrial, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc là, je vous ai parlé du génome nucléaire, donc il est de taille bien sûr beaucoup plus petit, avec quelques gènes, hein, qui le composent. Je vous ai mis une petite diapo sur la taille des génomes des archées des bactéries, avec le modèle, hein, d'un petit d'une petite séquence circulaire, hein, juste pour vous souvenir que effectivement la plupart, hein, des ADN des bactéries et des archées est circulaire. Il y en a quelques-uns qui sont linéaires. Et effectivement, vous voyez que là, j'ai repris un chiffre, 88% codants, 12% qui sont non codants, hein. Donc c'est pour revoir un petit peu l'illustration du petit, du petit avec les petits cercles, des petits camemberts de couleurs qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas oublier, j'ai remis ça quand même, parce que vous vous souvenez, on avait dit quand même, il y avait le génome bactérien, et puis de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des petits plasmides, hein, donc des petits bouts d'ADN circulaires qui ont leur propre autonomie de réplication. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque l'ADN bactérien se réplique, hein, mais ils sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir plusieurs exemplaires et il est indépendant, il a sa propre autonomie de réplication. Et on s'en sert en général pour faire du clonage, hein, pour faire de la biologie moléculaire. On utilise très souvent des plasmides pour faire du clonage. Alors, oui, bon là, voilà, j'avais mis juste un petit que j'ai récupéré sur le fameux petit virus qui nous embête, le coronavirus qui nous embête un petit peu en ce moment. Donc là, voilà, juste pour hein, le nombre de gènes, 11 gènes hein, sur notre petit fragment d'ARN, puisque c'est un génome ARN. Alors, on va rentrer dans l'assemblage des génomes. Je vous ai dit, j'ai un petit peu supprimé des diapos parce que sinon on n'aurait pas eu le temps, mais j'ai gardé la diapo, sauf que je ne vais pas la détailler en détail. Alors, ce que je vous ai mis comme première diapo, oui, là c'était juste, donc normalement d'habitude on le fait dans un ordre un petit peu plus, on va dire, logique, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, qu'on vous parle de séquençage avant d'avoir commencé à comparer les séquences, c'est pas non plus dramatique. Donc Hélène, il lui reste 2 cours. Un cours sur le séquençage qu'elle vous fera la semaine prochaine. Et puis un autre cours un peu plus tard qui sera l'annotation des séquences. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'un point de vue théorique, essayer de voir si effectivement, et donc on peut le faire sur
des bactéries, on peut le faire sur des génomes eucaryotes, et si je me souviens bien, sur le TD qu'on fera, c'est plutôt sur un génome bactérien, parce qu'effectivement, on a le souci chez les génomes eucaryotes des gènes morcelés. Donc effectivement, on peut faire de la prédiction, hein, mais c'est quand même un petit peu plus délicat. Donc la notation passe par la prédiction, hein, essayer de retrouver si on a des portions qui correspondent à des gènes. Et puis on a aussi de la notation en comparant les génomes, hein, soit dans les banques, soit par rapport à un génome qu'on connaît déjà, hein, qu'on fait du reséquençage. Et dans ces cas-là, on a un génome de référence et on peut faire de la notation par rapport à des choses qui sont connues. C'est-à-dire que du coup, on peut soit comparer à un génome qu'on a déjà, soit comparer à les génomes qui sont dans les banques de données et essayer de voir si on a des choses qui sont conservées, puisqu'il y a quand même on est des ancêtres communs. Donc effectivement, il y a quand même des choses qui sont relativement conservées, par exemple entre une séquence de orang-outan et de chimpanzés, on va certainement trouver des choses qui vont se ressembler quand même de manière considérable. Donc nous, on va s'intéresser à cette partie-là, à l'assemblage, c'est-à-dire effectivement, on fait du séquençage et puis on va faire de l'assemblage, c'est-à-dire on va essayer de reconstituer le génome de notre organisme. Comment on fait et quelles sont les possibilités d'un point de vue théorique, hein, bien sûr. Alors, j'ai mis tout un ensemble de points qui sont importants à connaître avant de décider de faire du séquençage ou avant au moins de décider à faire de l'assemblage. Il y a un certain nombre de points qu'on va détailler avec une diapo à chaque fois, hein, en général. Ce qui est important de se mettre dans la tête avant de commencer à faire de l'assemblage et de reconstituer un génome entier. Alors le premier point, c'est effectivement qu'on s'intéresse aux bactéries ou aux archées par rapport aux eucaryotes. Donc je vous ai mis, en général, vous avez chez les bactéries et les archées un ADN qui est circulaire, donc effectivement une seule molécule. Vous avez chez les eucaryotes un ADN nucléaire qui va correspondre à plusieurs chromosomes. Je crois que j'ai une petite diapo sur le nombre de chromosomes. Et puis, il ne faut pas oublier que notre ADN, si on fait de l'extraction d'ADN total, il va y avoir de l'ADN mitochondrial. Et puis, chez les plantes ou les algues vertes, on aura également de l'ADN chloroplastique. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Et donc, bien sûr, dans un premier temps, comme les génomes mitochondriaux et chloroplastiques sont de taille beaucoup plus réduite et que c'est quand même souvent relativement bien conservé, si on a des séquences chloroplastiques ou mitochondriales, on fait déjà le génome mitochondrial et le chloroplastique et puis on se débarrasse de séquences-là pour reconstituer l'ADN, la séquence du génome nucléaire. Autre point, on en vient d'en parler tout à l'heure, là, quand on a regardé le nombre de gènes, je vous ai dit, effectivement, la taille du génome est importante. Donc là, un petit graphique, hein, il y en a plein qui traînent sur Internet, j'en ai pris un au hasard. Donc effectivement, les archées, les bactéries qui ont des petits génomes, et puis des génomes de taille considérable. Alors je vous ai remis un petit peu, hein, juste parce qu'on parle souvent de 1 kilobase, donc 1 kilobase c'est 1000 paires de bases, les mégabases c'est 1 million, gigabase c'est 10 puissance 3 mégabases. Hein. Donc là effectivement, juste pour vous rappeler, et puis il y a aussi des fois on parle de génome, on parle en picogrammes. Hein, donc un picogramme, c'est en général ce qu'on utilise. Un picogramme, c'est 978 mégabases. Donc ça peut arriver qu'on parle de génome en taille de picogramme. Hein. Donc on prend en général l'unité qui est un picogramme égale 978 mégabases. Donc un peu pour voir un peu la taille de vos génomes. Hein, donc ça peut passer quand même, ça peut changer considérablement. Hein, entre vos différents organismes. Hein, donc effectivement, plus on aura une taille considérable, plus ça sera compliqué de faire de l'assemblage. Hein. Parce qu'effectivement, si vous prenez un petit génome, hein,
La plante modèle chez les plantes, c'est une petite plante qui s'appelle Arabidopsis thaliana. Hein, on l'avait choisi pourquoi? Parce que c'était un petit génome, hein, 100 mégabases à peu près. Hein. Et puis après, bon, on a choisi quand même le riz. Alors le riz doit être à peu près à 400 mégabases. Hein, donc effectivement un peu plus gros comme génome, mais par contre bah, effectivement c'est une céréale, donc c'est important pour l'alimentation, et donc c'était une autre petite plante modèle qui est de taille considérable. Mais si vous regardez effectivement le blé, on joue plus dans la même cour. Hein. Là, c'est plus du tout la même taille de génome. Donc vous imaginez bien que reconstruire le génome d'Arabidopsis et reconstruire le génome du blé, c'est pas du tout le même combat. Hein. Surtout que le blé est ce qu'on appelle un hexaalloploïde, c'est-à-dire qu'effectivement, il a 6 fois chaque chromosome, mais en 6 exemplaires différents, mais par contre, il a 3 origines diverses, de 3 espèces diploïdes. Nous, on est diploïdes, on a 2 fois chaque chromosome. Le blé, il est hexaploïde, donc il a 6 fois chaque chromosome, sauf que chaque chromosome provient d'un génome différent. Donc il y a 3 génomes diploïdes qui proviennent de la création du blé qu'on cultive à l'heure actuelle, hein, donc de 3 blés sauvages, 3 génomes différents, A, B et D. Et donc effectivement, c'est un allohexaploïde. Donc effectivement, vous imaginez bien que c'est quand même plus compliqué de traiter d'un hexaploïde que de traiter d'un diploïde. Donc là, effectivement, le nombre de chromosomes, c'est important de connaître, puisqu'on va essayer de reconstruire le génome. C'est-à-dire que si effectivement, nous, on est à 46 chromosomes, donc 2 N, on est diploïde, donc on écrit 2 N égale 23 paires, donc on a 23 chromosomes, on s'attend logiquement à ce qu'on recompose notre génome et qu'on ait 23 ou 24, hein, parce que effectivement les X et les Y, enfin, le contenu n'est pas le même, hein, mais effectivement, on s'attend à ce qu'on retrouve effectivement un nombre de chromosomes qui correspondent au nombre total de séquences qu'on aura regroupées. Hein. Donc, si vous prenez par exemple la drosophile, elle a 8 chromosomes, et ben, une fois que si l'assemblage est parfait, normalement, on devrait avoir 8 portions d'un premier nucléotide jusqu'à un xème nucléotide, et on devrait avoir 8 blocs différents, hein, à la fin. Donc, effectivement, il faut connaître le nombre de chromosomes, hein, auparavant, pour qu'on sache si on a terminé l'assemblage ou pas terminé l'assemblage. Alors bien sûr, hein, c'est tellement variable. Hein, il y a certaines fougères qui ont 1200 chromosomes. Hein. Donc effectivement, le travail ne sera pas le même au départ. Le nombre de gènes, ça on vient d'en parler à vos souhaits. Le nombre de gènes, bah là, c'est effectivement aussi important. La fraction codante, hein, on en a parlé. Hein, ça veut dire que si vous avez une très faible proportion de fraction qui est codante, eh ben, ça veut dire qu'on a beaucoup de séquences répétées. Plus on a une proportion importante de fractions codantes, eh ben, moins forcément on a de séquences répétées. Vous imaginez bien que les séquences répétées, ça va compliquer considérablement l'assemblage du génome. La composition en ATGC, là je passe très vite fait, hein, parce qu'on vient d'en parler. Hein, donc le pourcentage en GC reflète la composition de l'endroit où vous avez des gènes. Hein. Plus c'est élevé, plus ce sont des régions qui sont riches en gènes. Ça varie le long du génome, on en a parlé. Et là, effectivement, ce genre de choses, ça va essayer de repérer. C'est-à-dire que si on fait de la notation, bah, on va peut-être s'intéresser d'abord aux régions qui sont riches en GC pour se dire, bah, il y a de fortes chances que là, on a des gènes, et on va faire effectivement de la comparaison de séquences pour essayer d'annoter déjà au moins ces régions-là. Les séquences répétées, je ne reviens pas sur les petits, les transposons et les rétrotransposons. C'est un peu la même chose, hein, que
la fraction codante, hein, effectivement, vous allez avoir des proportions plus ou moins importantes selon les organismes. D'accord? On en reparlera un tout petit peu. Bon, ça, j'aurais pu le supprimer, hein, parce que du coup, comme je vous ai détaillé sur une diapo précédente, du coup, ces petits éléments, donc on va pas en reparler là, hein. On n'en reparle pas ici, j'aurais dû supprimer la diapo, j'ai pas pensé. Alors, il y a une autre notion aussi qui est pas forcément évidente, c'est la notion à prendre en considération, c'est la notion de polymorphisme. Donc le polymorphisme, les différences que vous avez entre les individus. Plus le polymorphisme il va être important entre vos individus, plus l'assemblage risque d'être compliqué. Parce qu'effectivement, si vous prenez, des fois ça arrive qu'on prend des fois des mélanges d'ADN, hein, et puis si c'est relativement polymorphe, c'est compliqué. Si vous avez uniquement un ADN sur un individu, le polymorphisme, il va refléter, si vous êtes diploïde et on a 2 fois le même gène, hein, on a les gènes, une portion, on va dire même pas les gènes, on va dire une portion d'ADN, elle est en 2 exemplaires. Donc si vous avez beaucoup de polymorphisme, d'allèles différents entre vos 2 chromosomes, et effectivement, lorsqu'on va faire de l'assemblage, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'on va avoir des régions variables. Et là, effectivement, quand on va séquencer, on séquence les 2 brins, hein, donc et les 2 chromosomes. Donc du coup, vous allez avoir, si vous avez un polymorphisme qui est important entre vos allèles, hein, entre les et si vous êtes plus que diploïde et que vous prenez le cas par exemple du blé, hein, dont on vient de parler, qui est hexaploïde, donc à 6 fois le même chromosome, c'est-à-dire que si on a 6 fois la même région. Et donc, en plus, on a vu que ça provenait de 3 génomes différents. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de la variabilité. Et cette variabilité va gêner un petit peu l'assemblage parce qu'on va voir l'assemblage, elle va reposer sur quoi? Elle va reposer sur des aliments de séquence pour essayer de récupérer une séquence consensus sur une séquence qui corresponde à l'aliment de mes X séquences récupérées dans la globalité de toutes les séquences que j'aurais récupérées après séquençage. On va pas trop en reparler aujourd'hui parce que du coup j'ai quand même chanté une partie des diapos. C'est intéressant de savoir si l'espèce sur laquelle on travaille possède des marqueurs moléculaires. Parce qu'effectivement, les marqueurs moléculaires, ce sont des endroits uniques dans le génome. Hein, pour que ça soit un marqueur, il faut que ça définisse un point du génome. Et ça peut être utilisé pour parfaire l'assemblage. Hein. On peut en parler un tout petit peu. J'ai une petite diapo où on en parle. C'est vrai qu'ils sont utiles pour que effectivement on puisse les utiliser de temps en temps pour essayer de combler, par exemple, des trous qu'on va avoir lorsqu'on va mettre l'assemblage, enfin les séquences les unes derrière les autres. Donc là, effectivement, sans regarder le détail, hein, c'est un exemple, on s'en moque de mon petit tableau, c'est simplement retenir qu'effectivement, si on a des marqueurs moléculaires, ça va faciliter l'assemblage. Si on n'en a pas, il faudra malheureusement qu'on utilise qu'on fasse autrement parce qu'effectivement, on n'en a pas à notre disposition pour éventuellement, on en reparlera un petit peu quand on va essayer de parler rapidement de comment combler les trous dans l'assemblage. Ce qui est intéressant également, c'est alors il y a des cartes de marqueurs moléculaires. Hein, donc ça veut dire que si on a des marqueurs moléculaires, c'est des endroits uniques du génome, on peut les cartographier les uns par rapport aux autres. Et soit on peut les associer à une carte physique, c'est-à-dire qu'on sait pouvoir déterminer, donc là, par exemple, vous avez un groupe de linkage, un groupe de liaison en français, hein, où on a nos marqueurs moléculaires qu'on a pu positionner. Ça marche comme pour
comme en génétique, hein, qu'on a deux gènes et que vous faites de la génétique classique, hein, de la génétique mendélienne, et qu'est-ce qu'on fait? On regarde s'il y a deux gènes, si les gènes sont liés ou pas liés. Hein, donc on regarde la proportion de recombinés par rapport aux gamètes parentaux. Hein. Si ils sont identiques, eh ben, c'est que ils sont indépendants, et si vous avez plus de parentaux que de recombinés, c'est que vos gènes sont liés. Et ben ça marche exactement pareil. On fait des cartes génétiques avec des marqueurs moléculaires en regardant la même chose. On prend une population qui ségrège, par exemple, je sais pas, chez les plantes. Moi, je suis désolée, je travaille sur les plantes, donc une génération F2, c'est-à-dire on croise deux plantes par elles-mêmes, on obtient un hybride, on reféconde sur lui-même, on obtient une population qui va ségréger au niveau de ces locus, de ces loci, et effectivement, on va regarder si on a plus de parentaux que de recombinés. On fait comme de la génétique classique. Bon, on a des logiciels, hein, bien sûr, qui fait ça, et on établit à la fin des cartes de liaison comme ça, des cartes génétiques. Si on a la possibilité d'identifier un groupe de liaison avec une carte physique, c'est-à-dire que par exemple, on a des chromosomes bien identifiés. Sur chaque chromosome, on a par exemple, je sais pas moi, un gène bien connu. Et ben, on peut essayer de dire, effectivement, j'ai la liaison et je peux dire que mon groupe de liaison correspond à tel chromosome. Hein. Donc, ça va dépendre aussi des cartes dont on dispose. Hein, mais si on a un génome qui est bien connu, en général, on a des cartes physiques, hein, qui vous permettent de pouvoir après aussi associer vos groupes de liaison à vos cartes physiques et les identifier par rapport à un chromosome bien particulier. Si on n'a pas cette possibilité, la carte génétique établie avec des marqueurs moléculaires, elle va rester sous groupe de liaison. Par contre, on attend qu'on ait autant de groupes de liaison qu'on ait de chromosomes. Hein. Sinon, votre carte génétique avec vos marqueurs moléculaires n'est pas performante. D'accord? Normalement, si c'est bien fait, on a autant de groupes de liaison que de chromosomes, même si on n'a pas pu identifier que ce groupe de liaison, il correspond à tel chromosome. D'accord? C'est pas toujours le cas que c'est faisable à faire. D'accord? Donc, tous ces points-là qu'on a énumérés vite fait, hein, sont à prendre en considération avant de débuter de l'assemblage du génome. On ne va pas assembler de la même façon une séquence d'une bactérie qui a un tout petit génome, qui est circulaire, hein, de la même façon que si on s'attaque au blé. Hein, c'est pas si simple que ça, c'est un gros génome, c'est un hexaploïde, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire de l'assemblage sur un génome de bactéries. D'accord? Alors, je vous ai parlé, c'est juste, on en a parlé juste tout à l'heure, hein, on a dit si on a un génome de référence, donc on peut faire effectivement, on a déjà séquencé un génome, donc on fait ce qu'on appelle dans ces cas-là du reséquençage, c'est-à-dire que par exemple vous avez séquencé le génome du maïs de la lignée B73, et puis maintenant on reséquence d'autres variétés de maïs. Eh ben, on va faire du reséquençage parce qu'on a déjà un génome de référence, donc ça va nous faciliter le travail. Encore que si vous contactez l'équipe du Moulon de l'INRAE du Moulon sur le plateau de Saclay, quand ils se sont intéressés à dire ok, on va séquencer les variétés françaises de maïs traditionnelles, et on a un génome de référence qui doit être un génome fait par les Américains, hein, je crois que c'était B73, peu importe, effectivement, ils ont eu quand même des petites surprises, hein, parce que effectivement, comme on a quand même beaucoup de proportions, de duplication du génome, des séquences qui sont répétées, pas forcément aux mêmes endroits, ils ont eu quand même quelques surprises. Si par contre, vous faites un nouveau génome, on n'a aucune donnée, on appelle ça du séquençage de novo. Hein, c'est le premier assemblage qu'on va faire pour un génome particulier. D'accord? Alors, normalement, il y a deux stratégies. La stratégie que j'appelais clone par clone, que je développais d'habitude, c'est, on va dire, ce qui est ancestral, hein, ce qu'on faisait auparavant. On n'a pas totalement abandonné, hein, cette partie-là, on en reparlera un tout petit peu. Je vais juste vous présenter une diapo avec les différentes étapes, mais sans les détailler.
hein, sinon on n'aura pas le temps. Et puis maintenant, vous verrez avec Hélène, hein, on fait du séquençage de type aléatoire, shotgun. Donc c'est des plus courtes séquences. Et donc maintenant, on fait quand même beaucoup plus d'assemblage sur du shotgun que sur du clone à clone, qui étaient des des grands clones. On va en reparler vite fait sur la diapo d'après. Donc, la stratégie plus ancienne, les grandes étapes, c'était déjà de commencer à faire du clonage. C'est-à-dire ce qu'on appelle le clonage, c'est qu'on va prendre le génome, on va isoler l'ADN d'une espèce, d'un individu, d'une espèce. On va le fragmenter. Alors, il y a différentes façons de fragmenter. Ça peut être avec des enzymes de restriction, ça peut être physique, hein, avec des choses qui vont casser votre ADN en plein de petits fragments. Et puis, après, on va utiliser des vecteurs qui vont insérer des fragments. Alors, ce n'est pas des plasmides en général, parce que les plasmides, ça permet d'insérer un petit fragment d'ADN, une petite taille. En général, on utilisait des chromosomes bactériens artificiels qui vous permettent de cloner des grands fragments d'ADN. Une fois que c'était cloné, ils étaient conservés à moins 80. Et puis, quand on en avait besoin, il suffisait de remettre en culture et de pouvoir récupérer le fragment d'ADN qu'on avait inséré. Ça passait par une carte physique des clones les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que du coup, on va avoir plein de clones back. On ne va pas s'amuser à traiter tous les clones back. Donc, ce n'est pas du séquençage, c'est simplement essayer de les ordonner les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire essayer de faire en sorte de positionner, j'ai genre par exemple le clone 52, puis j'ai le clone 32, puis après j'ai le clone 180, etc., les uns derrière les autres, et puis du coup sélectionner que ceux qui couvrent la totalité, ceux qui sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être dupliqués, hein, qui vont représenter des portions déjà ordonnées, donc on les élimine, on prend que ceux qui sont, on va travailler que ceux qui sont forcément 100% utiles. Et cet ordonnancement, comment les ordonner et donc faire une carte physique des clones les uns par rapport aux autres, ça passe pas par du séquençage, ça passe par d'autres moyens que je ne vais pas rentrer là dans les détails puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais simplement, on va essayer de pouvoir comme ça ne récupérer, ne travailler que sur le strict minimum. Ceux qui sont utiles, hein, ceux qui sont redondants, on n'en parle pas. Hein, on ne va pas s'en intéresser dans un premier temps. Et puis après, ceux qui sont sélectionnés, on va faire du séquençage. Donc là, effectivement, j'ai mis qu'on avait besoin d'avoir des repères, hein, les moléculaires, pour pouvoir ordonner vos clones les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'était ce qu'on faisait classiquement auparavant. Maintenant, on passe par du séquençage aléatoire. Donc là, je vous ai mis une information qui est importante, ça marche très bien pour les petits génomes. C'est-à-dire pour les génomes bactériens, comme on a vu que c'est un tout petit génome, il n'y a pas de souci. C'est plus compliqué pour les gros génomes. Et du coup, si on a la disposition, parce que malheureusement, on dispose pas tous on dispose pas forcément de clone back, hein, malheureusement pour tous les génomes. Quand on a la possibilité d'avoir des clones back, hein, donc des grands fragments qui ont été conservés dans des chromosomes bactériens, on va les utiliser pour essayer de parfaire notre assemblage. D'accord ? Alors, les différentes étapes. On va du coup séquencer des tout petits fragments. Et ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va uniquement séquencer les extrémités des fragments. C'est-à-dire selon la taille du fragment que l'on aura récupéré, en fait, ce qu'on va séquencer, ce sont d'abord les extrémités. D'accord ? Donc, on va assembler ces portions de séquence
qui ont été séquencés. Donc, vous imaginez, vous avez des fragments de petite taille. On séquence que les extrémités, droite et gauche. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des alignements des différents fragments séquencés et on va essayer de les assembler au fur et à mesure. Donc ça, je vais détailler un petit peu dans les diapos d'après. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas, comme dans la version précédente, il n'y a pas de fragments ordonnés auparavant, au préalable, comme on avait fait pour les clones back. Ce qu'il faut que vous notiez également, c'est que même si vous faites vraiment, vous récupérez énormément de séquences, malheureusement, il y a quand même des fois des séquences qui ne seront pas séquencées. Parce que effectivement, des fois, ça touche, par exemple, des régions qui sont proches du centromère des chromosomes. Et c'est des fois des séquences qui sont difficilement récupérées. Donc, on ne va pas avoir la même proportion des fois de représenter toutes les séquences de votre génome ne vont pas être représentées de la même façon. C'est-à-dire que même si vous avez une couverture, alors je crois que j'ai enlevé, je suis désolée, je crois que j'ai enlevé cette diapo-là sur la couverture du génome. Elle est fonction de la taille du génome. Donc, si vous avez la somme des lectures de vos séquences qui est 10 fois la taille du génome, on dit que la couverture, elle est de 10 fois 10. D'accord? Mais malheureusement, vous n'allez pas avoir chaque partie de vos génomes qui va être en 10 exemplaires. Parmi les séquences, vous en avez des fois qu'ils vont être en 200 exemplaires et puis malheureusement, il va y avoir quelques séquences qui vont être en un exemplaire. D'accord? Voire des fois pas du tout. D'accord? Donc c'est pas toujours, on ne pourra pas faire du 100% parfait dans tous les cas. Alors, l'assemblage, il est basé sur la recherche de similitudes. Donc là, ça tombe bien de Pierre, donc pas de souci, on sait ce que ça représente. Donc on va séquencer que les extrémités de nos fragments. Ouais. Et après, on va faire des recouvrements. C'est-à-dire qu'on va avoir une première lecture, on parle souvent de read, une lecture, une deuxième lecture, et puis on a des logiciels qui vont faire des recherches de similitudes entre les séquences. Et je crois que j'ai un exemple, voilà, un exemple d'un logiciel qui s'appelle Miracat. Donc effectivement, toute une série de séquences plus ou moins grandes. Et le but, c'est qu'il va s'amuser, il va tourner plusieurs fois pour qu'il arrive à vous présenter des alignements de séquences et il va vous donner un consensus. C'est-à-dire qu'il va vous donner une séquence en fonction de ces différents alignements de toutes les rides qui sont là, numérotées, et il va vous dire, voilà, j'ai une séquence consensus. Quand de temps en temps il hésite, il va mettre une étoile parce qu'il ne sait pas, là il y avait un G, les autres il n'y en avait pas, donc ça peut être une erreur de séquençage aussi. Donc là, dans ces cas-là, il va mettre des fois des choses indéterminées. Et puis, si vous avez éventuellement, là, ici, représenté ici, une séquence qui possède un A, toutes les autres séquences possèdent un T, il va quand même décider de mettre un T parce qu'effectivement, le A est quand même sous-représenté par rapport au nombre de fois où on a un T dans les différentes séquences. Donc, le principe des logiciels, c'est qu'à partir de toutes ces séquences, qu'il va obtenir, il va mouliner tout ça et il va essayer de vous donner des séquences consensus qui sont donc la somme de tout un ensemble de petites lectures. OK? Donc là, c'est juste une représentation avec un schéma. Donc vous avez différents fragments d'ADN en noir. OK? On séquence les extrémités et puis il y a une petite flèche qui je sais pas d'où elle est, d'une autre lecture d'un trait noir que j'ai pas mis. Et donc effectivement, il va essayer d'aligner tout ça, de vous donner un consensus. Et plus on va augmenter le consensus, plus on parle après à la fin de ce qu'on appelle des contigues. Donc un contigue va être des nucléotides les uns derrière les autres obtenus par de l'alignement de séquence des différentes lectures que vous aurez faites. Bon, bien sûr, on a mis des lectures qui sont toutes petites, juste pour que ça tienne effectivement sur la diapositive. Alors, une fois que l'on a fait ça,
Vous allez avoir donc tous vos différents petits lectures. Vous allez faire un certain nombre de contigs. Et ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, vous allez avoir X contigs, bien sûr, en un nombre d'exemplaires considérable par rapport au nombre de chromosomes que vous avez dans votre espèce. Donc, le but, ça va être d'essayer de rassembler les contigs les uns avec les autres, de les orienter, de pouvoir dire qui est avant, qui est après, et puis d'essayer éventuellement, après, dans un deuxième temps, de combler les trous. Donc là, vous avez deux contigs, ok, et puis au milieu, on a un trou, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combler les trous. D'accord? Comment on les aligne les uns par rapport aux autres? C'est parce qu'on a comme on a séquencé des fragments d'ADN à droite et à gauche, d'accord? Donc on sait que par exemple, on a cette séquence-là qui correspond à mon contigue 1, et puis j'ai l'autre extrémité de mon fragment, enfin pas séquencé, mais de mon fragment qui a été séquencé de l'autre extrémité qui marche avec le contigue 2. Donc on peut faire de l'ordonnancement de vos contigues les uns par rapport aux autres parce que on aura la chance effectivement d'avoir des fragments de séquences qu'on a séquencés du côté 5' et du côté 3', et du coup, ils ont un pied, entre guillemets, dans chaque contigue. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir les ordonner. Malgré cela, on a encore des trous entre vos différents contigues. Dans ces cas-là, on va utiliser de nouvelles séquences. Donc, on va prendre de nouvelles séquences et puis on aura plusieurs possibilités. Soit effectivement, votre séquence n'a aucun correspondance au niveau alignement avec le contigue 1 et le contigue 2, donc c'est un nouveau contigue. Soit effectivement, on va avoir de l'homologie. Enfin non, je suis désolée, c'est des petites diapos que j'ai pris sur internet. J'ai pas fait attention, mais on parle pas d'homologie, on parle de similitude, pas d'homologie, sinon je vais me faire gronder par Pierre. Pierre vous l'a dit, on est homologue mais bon voilà, c'est un peu plus gênant d'utiliser homologie, mais bon, peu importe, c'est pas homologue, donc c'est déjà pas mal. Donc effectivement, donc on peut éventuellement agrandir le contigue, donc rallonger le contigue parce qu'on a un bout de séquence supplémentaire. Et puis des fois on a effectivement un pied sur le contigue 1 et puis un pied sur le contigue 2. Et puis là on connaît toute la séquence de votre fragment bleu. Et donc dans ces cas-là, ça vous permet de fusionner et de dire au lieu d'avoir deux contigues, contigue 1, contigue 2, effectivement maintenant j'ai un grand contigue. Donc on fait ça au fur et à mesure. On rajoute des séquences supplémentaires et puis parce que effectivement, surtout si vous avez un gros génome, on a une quantité monstrueuse de séquences de petite taille. Donc effectivement, on en prend une partie et puis après, si on a besoin, on en rajoute au fur et à mesure. On ne traite pas tous les millions de séquences d'un coup. Alors, on a des fragments de petite taille, d'accord, avec des rides d'un côté et de l'autre, qu'on peut assembler les uns par rapport aux autres, les aligner pour obtenir des contigues. Et puis, on a quand même, plus ça va, plus on utilise aussi des fragments de taille plus grande, pour que du coup, ces fragments plus grands puissent faire le pont entre plusieurs contigues. Alors, je crois que j'ai une diapo qui l'illustre bien. On va prendre celle-là. On reviendra sur la diapo parce que je trouve que celle-là, elle illustre bien. J'aurais dû la mettre avant. Donc, vous avez vos contigues et on a travaillé pour l'instant sur des petits fragments. D'accord, qu'on a essayé d'aligner les uns par rapport aux autres pour essayer d'obtenir un consensus, un contigue. D'accord. Malheureusement, on a des soucis parce qu'il faut les relier. On vient d'en parler un tout petit peu, j'ai un peu débordé puisque je vous ai dit qu'on pouvait les ordonner les uns par rapport aux autres. Et puis,
Les grands fragments, ben, ils vont nous permettre ça. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous allez avoir des fragments de taille plus longue, on ne va pas séquencer la totalité de la séquence, mais on va toujours continuer pareil à faire du séquençage sur les bords. Hein. Donc on a des fragments de plus grande taille, on va séquencer les extrémités, ces extrémités vont nous permettre de faire des ponts. Hein. Donc là, si vous avez 3 contigues, hein, ces flèches-là, hein, on va pouvoir effectivement dire effectivement j'ai une portion à gauche de ma séquence qui a un pont sur le contigue 1, la séquence sur l'extrémité à droite, elle a un pont sur le contigue 2, et puis on risque aussi d'en avoir qui ont carrément des ponts, hein, qui vont permettre de se faire entre un contigue 1 et un contigue 3. Ça va nous permettre aussi de les ordonner, hein, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire c'est des flèches, hein, une flèche vers la droite, une flèche vers la gauche, hein, parce qu'effectivement les séquences, hein, quand on va les aligner, on va permettre d'orienter le contigue les uns par rapport aux autres. Ça va nous permettre également d'estimer la taille des trous. C'est-à-dire que du coup, ces grands fragments, ben, même si on a séquencé que les extrémités, on peut connaître quand même la taille du grand fragment. Ouais. Si on connaît la taille de ce grand fragment, eh ben, on peut du coup estimer la taille que vous avez, hein, du trou. Ça va nous permettre de savoir si c'est quelques milliers de paires de bases ou si c'est nettement plus que quelques milliers de paires de bases. D'accord? Qu'est-ce que j'avais sur la diapo d'avant? Oh, bah, c'est quasiment la même chose. Hein. On n'a pas besoin. Alors, si j'aurais dû même mettre, je suis désolée, j'aurais dû mettre cette diapo après l'autre. Du coup, ça va nous permettre d'orienter les contigues les uns par rapport aux autres grâce à ces ponts qu'on aura fait avec des grands fragments. C'est-à-dire que ce qu'on a séquencé, c'est ce qui est en trait plus épais. Hein. Toute cette partie-là qui est en trait plus fin, on ne l'a pas séquencée. Mais par contre, ça nous permet d'orienter les contigues les uns par rapport aux autres, d'estimer le trou. Et dans ces cas-là, ces portions